Bienvenue dans le débat sur France 24. Une nouvelle journée de tension au Sénégal en ce jour de reprise du procès d'Ousmane Sonko. L'opposant a été condamné à 2 mois et demi à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'égard d'un ministre. Cette peine devrait préserver son éligibilité pour la présidentielle de 2024 alors qu'il s'est déjà déclaré candidat. La principale coalition d'opposition avait maintenu ses appels à des mobilisations à Dakar malgré l'interdiction des autorités. Une centaine d'intellectuels ont signé une pétition adressée au président Macky Sall dénonçant une violation disproportionnée des droits des citoyens. La tension monte dans le pays un peu moins d'un an avant le scrutin du 25 février 2024. On va revenir sur cette condamnation d'Ousmane Sonko. Qui est-il ? Qui est-il, ce principal opposant du parti au pouvoir ? Macky Sall va-t-il se présenter à la prochaine présidentielle ? Quels sont les risques de dérive ou encore de violence dans ce contexte préélectoral ? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Francis Patindé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po. Merci d'être avec nous ce soir. Stéphane Ballong est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphanie. Rédacteur en chef Afrique à France 24. Bienvenue également. Hassan Diop, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Journaliste spécialiste de l'Afrique, ancien de RFI, on peut le dire. Merci d'être là. Nous avons également avec nous Sarah Sacco, notre correspondante, qui est avec nous donc en direct de Dakar. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images sur notamment cette condamnation d'Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis. 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages. C'est la peine dont a écopé Ousmane Sonko dans son procès qui l'oppose à l'ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Mais l'essentiel est préservé. Selon ses avocats, cette peine n'empêchera pas une candidature du chef du PASTEF à la prochaine présidentielle de 2024. La question est de savoir si cette condamnation le rend inéligible. La réponse est naturellement non. Il peut toujours se présenter et compétir à l'élection présidentielle. Pour l'instant, c'est ce constat qu'on fait, et puis après, on avisera pour le reste. L'opposant politique était poursuivi par le ministre du Tourisme sénégalais pour diffamation, après l'avoir accusé publiquement de détournement de fonds. Tous les Sénégalais savent et doivent le savoir. Ousmane Sonko est un menteur. C'est quelqu'un qui a diffamé. Quelqu'un qui a menti sur toute la ligne. Les partisans d'Ousmane Sonko dénonçaient un procès politique pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Des accusations rejetées par le gouvernement. Le parti présidentiel accuse au contraire l'opposant de vouloir paralyser le pays. Ousmane Sonko va désormais pouvoir se concentrer sur une autre affaire judiciaire. Il est accusé de viol et menace de mort par Adji Sarr, une employée d'un salon de massage. Sarah Sacco, vous êtes avec nous en direct de Dakar. Quelle était l'ambiance aujourd'hui ? Il devait y avoir cette marche de l'opposition, malgré l'interdiction des autorités à Dakar. Quelles ont été finalement les réactions côté Ousmane Sonko et côté du ministre ? Alors les réactions publiques, c'est celles des avocats qu'on vient d'entendre dans le sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Dakar est un peu ville morte. Depuis ce matin, en fait, très peu de circulation. Là où il y a d'habitude beaucoup d'embouteillages, les gens ont préféré rester chez eux. Les écoles sont restées fermées. Les commerces également, beaucoup de commerces sont fermés à la mi-journée. Les gens craignaient en fait d'éventuelles heurts. En cette fin d'après-midi, au moment où je vous parle, en tout cas, la ville est calme, pas d'incident majeur à rapporter. Vous l'avez dit, Ousmane Sonko avait appelé ses sympathisants à la mobilisation. C'était également le cas hier où quelques heures avaient été enregistrées. Aujourd'hui, on peut dire véritablement que la capitale est restée calme. Ces marches étaient interdites par le préfet de Dakar. Elles étaient autorisées en revanche dans certaines localités du pays. Donc pas d'incident à signaler pour l'instant. Du côté d'Ousmane Sonko, on ne sait pas si la défense va faire appel de ce verdict. Les avocats nous ont dit qu'ils devaient d'abord se concerter avec leurs clients. Hassan Diop, donc pas d'appel a priori de ce verdict. D'abord, ce verdict lui-même, 2 mois avec sursis, c'est quoi ? C'est plutôt clément ? D'abord, à propos de l'appel, selon la législation sénégalaise, il me semble, lorsqu'un justiciable est absent à son procès, en général, il ne peut pas faire appel du verdict qui a été prononcé. Donc, si l'on se fie donc à la législation du Sénégal, au code pénal, il ne pourra pas faire appel à l'issue donc de cette condamnation en première instance. Je crois que on pourrait dire peut-être tout est bien qui finit bien pour Sonko, en tout cas concernant ce premier procès. La justice, en tout cas, s'est montrée clémente dans son verdict par rapport aux 2 ans qui avaient été requis par le procureur de la République dans cette affaire.
Donc, non seulement il échappe à cette fameuse exclusion du jeu électoral, en tout cas à ce stade, et parce qu'au Sénégal, il faut savoir que lorsqu'on est condamné à 3 mois ferme ou à 6 mois avec sursis, on est rayé des listes électorales. Donc, ma foi, Ousmane Sonko s'en sort bien. Du côté du plaignant, je pense qu'il a obtenu gain de cause, puisqu'il était accusé aussi... C'est le ministre, C'est le ministre Mame Mbaye Niang, qui était l'ancien ministre du Tourisme, qui était accusé par Sonko via un rapport, etc., d'être impliqué dans une prévarication qui portait sur plus de 40 millions d'euros. Donc, il a obtenu gain de justice. Bon, ce qu'il faut constater enfin, c'est que ce qui est embêtant dans cette affaire, dans toutes les affaires, au fond, auxquelles Sonko fait face en matière de justice, c'est qu'à chaque fois, il fait appel à la rue pour arbitrer une affaire judiciaire. Et ça a donné effectivement, il y a de cela 2 ans, les violences que Dakar a connues, des émeutes, etc., avec plus de 10 morts, ce qui ne s'était pas produit au Sénégal depuis de nombreuses années. Alors, quand on se veut, si vous voulez, le défenseur de l'état de droit, tout en remettant en cause à chaque fois la justice, quand on est impliqué dans une affaire, il y a un vrai malaise. Mais alors lui, il dit justement qu'on veut le condamner pour le rendre inéligible, que le pouvoir souhaite finalement qu'il ne se présente pas aux élections. C'est ça son discours, Francis Patindé. Oui, absolument, c'est ce qu'il dit. Alors, juste pour préciser, au Sénégal, pour avoir couvert quand même 3 élections présidentielles, et c'est souvent tendu. Et ce qu'on voit actuellement, même le fait de jouer la rue pour Sonko, moi, ça me rappelle Abdoulaye Wade. Quand il était opposant, il a souvent joué de la rue. Il a contesté la justice, il a fait pas mal de choses, mais ça s'est joué. D'ailleurs, on l'appelait, il avait ses calots bleus, donc c'est des gens qui organisaient des manifs dans la rue tout le temps. Il était surnommé le président de la rue. Le président de la rue. Et en 2012, il y avait eu des incidents tout de même. Oui, même parce à l'époque. que Wade, il y avait la question du troisième mandat, l'évitable question du troisième mandat qui s'est posée à ce moment. C'est un scénario qui Stéphane. ressemblait un peu à ce qu'on actuel. À ce qu'on vit aujourd'hui. Juste pour dire, pour réagir à cette condamnation, à ce verdict que moi j'appellerais un verdict d'apaisement en quelque sorte. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est cette habileté avec laquelle finalement Sonko a géré cette affaire. Parce qu'on est dans une situation où il était dans une position très inconfortable. Et finalement, en s'appuyant sur la rue, avec sa capacité de mobilisation de la société civile, mais aussi de l'opposition, il a réussi à tourner ce bras de fer qu'il a créé finalement en sa faveur. Et en cela, il sort gagnant de cette première... Il sort gagnant plus que le ministre, vous êtes d'accord, Hassan Diop ? Oui, et puis là, si vous voulez, le combat, c'était au-delà du combat versus le ministre du Tourisme, l'ex-ministre du Tourisme. Exactement. C'était véritablement aussi, je dirais, avec le débat de fond autour de la prochaine élection présidentielle. Vous l'avez dit, Sonko s'est déjà porté candidat à ces élections de 2024. À la dernière élection présidentielle, au premier tour, il a été éliminé avec 19 et quelques %. Il était arrivé en troisième position. Cette fois, il est présenté par les médias du monde entier, de Rome à la Mecque, comme étant l'opposant, le principal opposant à Macky Sall. Non, mais c'est la réalité. Bon, et cette réalité, comment elle s'est construite ? Elle s'est construite dans le fait que Sonko, effectivement, est un stratège hors pair. C'est quelqu'un de très intelligent, qui dénonce la corruption, qui mène une politique souverainiste. Il est vrai que les Sénégalais sont très fatigués. Sur le plan social, c'est un pays où les gens tirent la langue, partout comme dans le reste du monde d'ailleurs, avec l'inflation, avec la crise aussi de la Covid qui a plombé le secteur du tourisme dans ce pays et qui permettait à beaucoup de gens de vivre. Effectivement, il surfe sur un mécontentement général et puis il sait communiquer effectivement avec des jeunes. Alors, lorsqu'on dit que Sonko est potentiellement le prochain président du Sénégal, il faut être prudent parce que finalement, son public, ce sont les jeunes. Et la plupart de ces jeunes ne sont pas forcément inscrits sur les listes électorales. Alors justement, on va revenir en images parce qu'on a un portrait d'Ousmane Sonko. Son portrait est signé Khalid Oussi. C'est l'histoire d'un ancien inspecteur des impôts qui rêve d'un destin présidentiel. Pourtant inconnu de la scène politique sénégalaise il y a 10 ans, Ousmane Sonko, 48 ans, est aujourd'hui le principal rival du président Macky Sall. Mais c'est en 2014 qu'il commence à faire parler de lui. D'abord en créant son propre parti politique, le PASTEF, puis 2 ans plus tard, après son premier coup d'éclat médiatique.
En sa qualité d'inspecteur des impôts, Ousmane Sonko accuse l'État sénégalais de fraude fiscale et détournement de fonds publics. Sanction immédiate, en août 2016, il est limogé par décret présidentiel pour manquement au devoir de réserve. Il publie dans la foulée Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Ce livre est un véritable brûlot dans lequel il dénonce la gestion des ressources naturelles par le président Macky Sall et son entourage. Nous sommes en 2017, Ousmane Sonko est désormais une figure de premier plan. Côté politique, il est élu député la même année avant de se lancer dans la course à la présidentielle de 2019, avec des discours qui séduisent une partie de la jeunesse. La jeunesse de ce pays, mais de manière générale, toutes les composantes de cette nation ont décidé de prendre leurs responsabilités et de reprendre leur destin en main. Son ascension fulgurante est cependant entachée d'affaires judiciaires. En février 2021, Sonko est accusé de viol et menaces de mort par Adji Sarr, une employée de salon de beauté. Il nie les faits et dénonce alors un complot d'État. Son arrestation provoque de violents affrontements entre ses soutiens et la police. L'opposant est également poursuivi par le ministre du Tourisme sénégalais pour diffamation après l'avoir accusé publiquement de détournement de fonds. Deux procès qui, en cas de condamnation, pourraient briser le rêve présidentiel d'Ousmane Sonko. On va revenir sur son projet. Il y a une petite inexactitude dans le sujet, vous me disiez? Oui, je crois qu'il a d'abord quitté ses fonctions avant de créer son parti. Et je pense même qu'avant de créer son parti, il a créé un syndicat, je crois, c'était un syndicaliste à la base. Donc, syndicaliste devenu politique, en tout cas, on voit un petit peu ce projet. Et il a la jeunesse derrière lui, c'est ce que vous disiez. Sarah, vous qui êtes sur place, est-ce que vous avez constaté qu'il avait la jeunesse derrière lui, la jeunesse sénégalaise, et peut-être celle de Dakar en particulier, ou pas ? Oui, bien sûr, la jeunesse sénégalaise, et ça fait déjà quelques années qu'il a vraiment cette étiquette de candidat de la jeunesse. En fait, ce que les jeunes voient en lui, c'est l'homme de la rupture, monsieur anticorruption, ça a été bien souligné dans le sujet. Il le voit comme un homme intègre, capable d'apporter plus d'équité sociale. Et puis quand on parle à ces jeunes, que ce soit au moment des législatives l'été dernier ou avant, au moment de la dernière présidentielle en 2019, ce qu'ils vous disent surtout, c'est qu'ils en ont assez de la situation présente, du manque d'emploi, donc du manque de perspectives pour la jeunesse. Ils voient vraiment en Ousmane Sonko l'homme du changement, capable en fait de régler leurs problèmes. Il y a également quelque chose d'intéressant, c'est la manière dont Ousmane Sonko communique. Il est omniprésent sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook a d'ailleurs plus d'abonnés que celle du président Macky Sall. Et Facebook, on le sait, c'est de loin le réseau le plus populaire ici au Sénégal et même dans la région. Il multiplie les allocutions sur sa page et sur les réseaux sociaux, souvent allocutions nocturnes d'ailleurs. Et donc ce qui explique, en tout cas ça n'explique peut-être pas sa popularité auprès de la jeunesse, mais ça indique donc la manière dont il est suivi par cette jeunesse. Et il est en tout cas très populaire auprès des gens avec qui on discute. Et puis il faut quand même dire que le Sénégal a une population très jeune. Francis, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sarah Sacco? Alors il y en a de nombreuses personnes qui le qualifient de démagogue, de candidat anti-système, avec une ligne souverainiste dure. C'est aujourd'hui celui qui s'oppose. Vous savez, il n'y a plus de grandes figures au Sénégal. Il y a le président Macky Sall, certes, mais avant, on avait le président Wade et son fils Karim, il est toujours en exil au Qatar. Il y a Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, qui a été condamné. D'ailleurs, les deux attendent d'être amnistiés, une éventuelle amnistie avant de retour. Aujourd'hui, Sonko incarne au niveau de la jeunesse, même au-delà de la jeunesse, l'homme qui s'impose, la figure iconique de l'opposition. Donc c'est ça le problème. Et comme on est dans une période d'incertitude, Hassan a parlé tout à l'heure des problèmes sociaux, des problèmes économiques, et surtout la question lancinante du président qui va peut-être solliciter un troisième mandat. Alors pour l'instant, on n'en est pas sûr justement du président. Mais pour terminer sur Ousmane Sonko... Oui, peut-être. Juste l'aspect souverainiste du personnage. Moi, j'ajouterais, honnêtement, il déteste être qualifié de populiste, mais c'est un véritable populiste. Et il utilise la stratégie, je dirais, des populistes. J'en prendrai pour preuve, lors de la dernière campagne des élections législatives au Sénégal, il avait tenu un discours à Dakar lors d'un meeting de soutien à l'un de ses partisans, je crois que c'était Barthélémy Diaz à Dakar.
violente diatribe contre l'homosexualité. Et il a dit que sa première décision, s'il venait à être élu à la tête du Sénégal, c'est de durcir les lois contre l'homosexualité. Là, évidemment, il va dans le bon sens du poil, si vous voulez, du Sénégal populaire, parce que la plupart des gens sont des musulmans convaincus et effectivement sont souvent hostiles à l'homosexualité. Je veux dire que pour un homme politique qui se dit responsable, respectueux de l'état de droit, et qui s'adresse à la jeunesse, qui se veut moderne, je veux dire, c'est de la démagogie de surfer sur la réprobation de l'homosexualité pour défendre ses positions politiques. Et enfin, pour moi, toujours en tant qu'observateur et en tant que Sénégalais, parce que je suis très touché par ce qui se passe dans mon pays. Il faut le savoir. Eh bien, ça se voit. Voilà. Non, mais, et je considère que, par exemple, aujourd'hui, le seul argument qui vaille pour le camp de Sonko, c'est la justice, pour fendre la justice et dire Macky Sall va avoir un 3e mandat, on va se battre contre ça. Mais en aucun cas, je ne vois de programme, en tout cas, qui est présenté par le grand opposant. Pas de vrai programme, une rupture en tout cas. Oui, mais en fait, c'est ce qui est un peu dommage. Est-ce que c'est du fait d'Ousmane Sonko? Je pense que c'est du fait de tout le monde. C'est vrai que les affaires judiciaires ont pris le dessus sur le débat démocratique, le débat politique. Ousmane Sonko, il faut quand même le dire, a écrit un livre qui peut s'apparenter à un programme, en tout cas, dans son contenu. Quand il parle du pétrole et du gaz et qu'il parle de spoliation, ça donne une idée de sa ligne. Ça, c'est le côté souverainiste, c'est le j'imagine. Oui, c'est le côté souverainiste, le côté bonne gouvernance, j'allais dire aussi. Et puis, peut-être qu'il est populiste. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Mais en tout cas, il a un discours qui séduit des jeunes. Le bémol que je mettrais, des jeunes, on parle surtout des jeunes urbains, en zone urbaine. On ne sait pas ce qu'est la réalité de sa popularité en dehors de Dakar. Donc, oui, il a peut-être pas un discours aujourd'hui sur le programme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, on le voit, a des idées qui sont pas loin de celles de Macky Sall en 2012. Bonne gouvernance, redistribution, c'est des idées qui sont... Peut-être la stratégie est différente. La stratégie est différente que celle de Macky Sall. En plus, on n'est pas en période électorale. On a 11 mois des élections, c'est ça, 11 mois mois des élections le 25 février l'année prochaine. On sent la tension monter quand même. Mais on n'est pas du tout en période pour qu'on parle de programme élaboré et tout. D'abord, il n'est pas sûr qu'il y aille. Il est peut-être pas sûr. Il a dit qu'il y allait. Non, il veut y aller. Il veut y aller. Sonko, oui. Sonko, il s'est porté candidat. Bon, mais est-ce que c'est sûr qu'il va y aller? Pour vous, il y a une incertitude. Oui, parce qu'il y a le procès Adji Sarr. Oui, alors, on va en parler de ça aussi. Juste une phrase, c'est que il y a quand même dans la plupart de nos pays, parce que le Sénégal n'en a pas le monopole, une forme d'instrumentalisation de la justice et de l'administration fiscale pour barrer la route au pouvoir aux opposants. Alors vous rejoignez justement la question d'un internaute. Sonko n'est-il pas victime d'un procès politique? Voilà la question. Vous pouvez répondre. De mon point de vue, si par exemple on se fie au verdict d'aujourd'hui, rien n'est fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, en tout cas pour aller vers la présidentielle. Lorsqu'il y aura le procès Adji Sarr, si ça se tient d'ici l'élection présidentielle de 2024, rien ne dit qu'il sera condamné. Mais ce que je constate... Donc vous dites pas de procès politique? Moi, je constate qu'il politise... Ses partisans disent ça. Non, mais je constate qu'il politise d'emblée, si vous voulez, le débat judiciaire. Parce qu'à chaque fois qu'il est convoqué pour s'expliquer devant la justice, devant un magistrat, il en appelle à la rue pour l'escorter. Moi, je ferai quand même une dissection entre les deux affaires. Soyons factuels dans l'affaire qui vient d'être tranchée. Celle de diffamation contre le ministre. Est-ce qu'il y a eu des propos d'Ousmane Sonko des propos diffamatoires vis-à-vis du ministre? La réponse, quand on regarde les faits, la réponse est oui. Est-ce que le ministre a eu raison de saisir la justice? À sa place, je ferai la même chose. Est-ce que quand on prend ces faits, qu'on les met bout à bout, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une affaire politique? Est-ce qu'on peut dire que la justice est instrumentalisée? Ma réponse est non. Mais le raisonnement, pour moi, n'est pas le même quand on parle de l'autre affaire, qui est l'affaire Adji Sarr.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Sur lequel c'est vraiment plus, pour moi, c'est plus nuancé. Donc là, c'est une plainte pour viol. Pour viol, c'est une affaire beaucoup plus sérieuse. Celle-là n'a pas été jugée encore. Elle n'a pas encore été jugée. Il y a quand même, pour parler de l'instrumentalisation de la justice, il y a quand même, ça revient de façon régulière que les opposants, les grandes figures de l'opposition ont quasiment tous fait la prison au Sénégal. Ouais. Karim Wade a été Khalifa Sall, l'ancien maire, ils sont passés par la case prison. Mais sous son père aussi, sous le régime de Wade aussi. Il a même envoyé d'anciens premiers ministres en prison. Donc c'est quoi? C'est un classique? C'est un classique, mais c'est pas le propre de Macky Sall ou de la justice sous Macky Sall. Si. Non, c'est pas propre à ce régime. Ouais, comme le populisme dont tu parlais tout à l'heure. C'est arrivé au Bénin lors de l'élection présidentielle. Le populisme conduit au palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor à Dakar. Oui. Parce que Wade l'a prouvé, 5 candidatures, il s'est présenté 5 fois à la présidence de la République. Au bout de la 5e fois, ça a marché. Une fois contre Senghor, 4 autres fois contre Abdou Diouf. Et ça a marché. En tout cas, il y a cette tribune d'intellectuels qui dénonce le recours, je cite, à la répression, à la police, à la justice. Je suis signataire. Avec des Vous êtes signataire, Francis, très bien. Francis Patindé est signataire. Donc, parce qu'il y a un intellectuel également comme l'historien Mamadou Diouf. Donc, je l'apprends sur le plateau, donc très bien. Le sociologue, la sociologue Fatou Chau, la journaliste franco-tunisienne Sophie Bessis. Et donc, vous parlez donc dans cette tribune, Francis, donc d'un pays à la dérive. Et cette pétition demande à revenir à un environnement plus pacifique. Donc la démocratie sénégalaise ne doit pas être écornée. C'est ce que dit l'historien Mamadou Diouf. Est-ce qu'elle est déjà écornée? Elle est écornée parce que ça nous fait mal. Parce que moi, en dehors du pays qui est le mien, le Bénin, moi, c'est le pays auquel je suis le plus attaché, le Sénégal. J'y ai vécu 4 ans et j'ai été 100 fois en reportage là-bas. Donc c'est un pays auquel je... Et ce qui se passe, l'image que le Sénégal renvoie de lui-même, c'est pitoyable. Depuis quand? Depuis quand même, on ne dira pas, justement, moi je ne veux pas dire que c'est Macky Sall qui a inventé ça, mais ça descend dans les bas-fonds, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup l'armée, les forces de l'ordre qui sortent pour rien. Je trouve qu'il faudra un peu plus de sérénité dans le débat, ce qui n'est pas le cas. Hassan Diop, il y a une dérive, un risque de dérive. Lorsqu'on parle de risque de dérive, finalement, on attaque de manière frontale le pouvoir qui est en place. Or, je ne considère pas que le pouvoir en place aujourd'hui conduit notre pays à la dérive. En revanche, le climat politique est de plus en plus délétère et que ce climat politique peut mener le pays à la dérive si les esprits ne s'apaisent pas. Et pour revenir quand vous dites qu'il est délétère, qu'est-ce que vous voulez dire? Climat délétère, c'est-à-dire quand on oppose la rue à la justice, quand on se met à invectiver les responsables politiques au pouvoir, au prétexte qu'ils ruinent le pays, etc. Et quand on réprime dans des proportions qui dépassent les bornes, quand même. Non mais d'accord, ok, mais en tous les cas, on ne peut pas parler d'un pays à la dérive. Ouais. Et je constate aussi que certains signataires de cette pétition, avec tous les respects que je leur dois, et parmi eux d'illustres écrivains de chez moi, de mon pays, parle d'un pays du Sénégal à la dérive, mais ferme les yeux sur les dérives politiques, et cette fois réelles, d'un Paul Kagame vis-à-vis de son opposition au Rwanda. Donc, si vous voulez, oui, mais je veux dire, quand on a de la clairvoyance, quand on regarde les choses de manière juste et équitable, effectivement, il faut aussi... non, mais... Francis, et ces signataires ne tarissent pas d'éloges pour M. Kagame. Vous ne sentez pas pointer du doigt, là, et puis enfin, je pense désigné par... Et puis la plupart des signataires, notamment étrangers, qui, encore une fois, très respectables, Volé Soyinka, etc., méconnaissent, à mon avis, la situation réelle politique du Sénégal. Mais enfin, Stéphane, quand même, le Sénégal, c'est le modèle de la démocratie en Afrique. Ça, il faut le dire, ça fait vraiment partie des modèles. Donc, est-ce que ce modèle est un peu écorné avec ce qui se passe en ce moment? Oui, clairement un peu. Et je pense que c'est de la responsabilité de tous. Je vais dire, il y a d'un côté... Pourquoi on est dans cette situation, dans ce climat délétère aujourd'hui? On parlait tout à l'heure du contexte socio-économique qui n'est pas du tout favorable, des jeunes qui sont au chômage. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais c'est exploité. Mais pourquoi l'autre partie, Ousmane Sonko, arrive à l'exploiter si on peut parler d'exploitation? C'est parce qu'il y a un élément qui le lui permet. Et quand on lit tout ce que disent les Sénégalais, il suffirait que Macky Sall dise aujourd'hui « Je ne suis pas candidat à la prochaine élection » que
les choses descendent. Vous en êtes sûr de ça? Ça pourrait... Moi, j'en suis pas si convaincu. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, tous les sujets aujourd'hui, qu'ils soient politiques, judiciaires et tout ce que vous voulez, en fait, sont analysés, sont vécus, sont perçus par un prisme politique qui est pas pertinent. C'est-à-dire, on raisonne par le prisme de l'intention qu'on prête à Macky Sall de vouloir briguer un troisième. Voilà, alors Macky Sall, donc pour informer tous nos téléspectateurs, est-ce qu'il va se représenter ou pas? C'est la question. Ça serait pour un troisième mandat. Est-ce que d'abord, ça serait une violation de la Constitution qui ne prévoit que 2 mandats, Francis Patindé? Moi, je pense que ce serait C'est déjà la première question à poser. Et parce qu'il a fait... Et d'abord, je vais vous expliquer. En 2012, quand il est arrivé au pouvoir, moi, je vivais au Sénégal en 2012. Et je travaillais pour les Nations Unies. C'était avec la transition avec Wade. Il a dit clairement que s'il était élu, il ne ferait qu'un seul mandat. Et le mandat était de 7 ans à l'époque. Bon, il a fait les 7 ans, il a dit qu'il a consulté les juristes, il n'est pas question de... Il a refait, il est en train de finir là un autre mandat de 5 ans. Ça lui fera quoi? 12 ans. Il aura fait l'équivalent de Wade au pouvoir en février prochain. Donc je pense que il est temps pour lui de s'effacer, de laisser la place à quelqu'un d'autre. Cette histoire récurrente chez les chefs d'État africains de changer des constitutions et puis après de dire on remet les compteurs à zéro, on redémarre maintenant, ce n'est pas sérieux. C'est encore moins sérieux pour le Sénégal. Hassan Diop, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours mystérieux? Encore mystérieux, 11 mois avant, sur est-ce qu'il y va ou il n'y va pas? Écoutez-moi, à sa place, j'adopterai peut-être la même attitude, c'est-à-dire refuser les injonctions d'un homme politique, fût-il mon adversaire, de me dire, oui, dites si vous y participez ou pas. Oui, mais Stéphane a l'air de dire que c'est ça qui attise l'attention. Oui, mais c'est instrumentalisé par l'opposition, évidemment. C'est le chiffon rouge. Vous pouvez plaisanter. Alors, est-ce que juridiquement, il a droit ou non d'y aller? Il y a eu le précédent d'Abdoulaye Wade. Lui-même, qui effectivement... Attendez, laissez-moi parler. Oui, bien sûr. Il avait amendé la Constitution, et donc pour effectivement ramener le mandat présidentiel à 7 ans, et donc il a dit, comme j'ai amendé la Constitution, j'ai réformé la Constitution, on remet les compteurs à zéro. Donc c'est un peu la même chose, là. C'est un peu la même chose, c'est comme Abdoulaye Wade. Lorsque Macky Sall a été interviewé récemment par l'Express, c'est lui-même qui l'a dit, il a dit qu'il a consulté les juristes, les magistrats de la haute juridiction de notre pays, il peut y aller. Maintenant, l'interrogation qui est légitime est que, est-ce que moralement, effectivement, compte tenu, si vous voulez, d'une règle tacite, quand on fait 2 mandats, est-ce qu'on peut demander un 3e mandat? Effectivement, là, et Francis a l'air de dire qu'il avait critiqué Wade à l'époque. Non, mais écoutez, vous savez, on peut repasser le film. D'abord, il avait rompu avec Wade, il avait été un des proches de Wade, il a été l'un des artisans de l'arrivée au pouvoir de Wade, et ils se sont fâchés. Ça arrive dans les familles politiques. Effectivement, un engagement que l'on tient aujourd'hui en tant qu'homme politique, on n'est pas forcément que l'on avance, on n'est pas forcé de le tenir 10 ans après. En tout cas, cet engagement, moi, je ne l'ai jamais lu disant qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Il devrait en tout cas sortir de l'ambiguïté, vous dites, Stéphane. Il faudrait qu'il l'annonce, oui ou non, il y va ou il n'y va pas. Je pense on est à 1 an de la prochaine présidentielle, moins d'1 an maintenant. Francis Patindé le disait tout à l'heure, il aura passé 12 ans au pouvoir. Je veux dire, il n'y a pas lieu de maintenir un suspense là où il y a plus d'enjeu, je veux dire. Et surtout quand on reprend, et c'est ça qui crée la tension, quand on reprend l'interview, cette fameuse interview qu'il a accordée à l'Express, il a dit beaucoup de choses. Il a dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. Oui, ça. Il a surtout parlé de conviction du moment quand il avait été parmi ceux qui ont combattu les 3e mandats, qu'il a dit que c'était qui ne ferait pas de 3 mandats. Il a dit dans cette interview que c'était sa conviction du moment et que cette conviction peut évoluer en fonction des circonstances. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Mais alors, en fonction des circonstances, c'est intéressant. Mais quand un chef d'État, lequel chef d'État qu'on soupçonne de vouloir briguer un 3e mandat, dit « ma conviction peut évoluer », même si je n'ai pas encore pris de décision, ça veut dire beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire, Francis Patindé? Est-ce que ça veut dire, là, la démocratie sénégalaise vacille un peu? C'est ça que ça veut dire? À décharge pour, quand même, Macky Sall, vous voyez, je suis très tolérant et souple. Et c'est que beaucoup de chefs d'État n'aiment pas dire à l'avance qu'ils vont s'en aller. Parce que les ministres ne vont plus venir et les gens vont fréquenter d'autres chapelles.
Donc il y a un risque de démobilisation des équipes. Dans un pays qui est en crise, il faut travailler. Donc on peut peut-être penser que il mettra le plus de temps avant d'annoncer sa décision, mais je pense que sérieusement, le choix qu'il devrait faire, c'est celui de s'effacer et de laisser l'histoire du Sénégal moderne se poursuivre. Alors, qui pourrait prendre la place de Macky Sall s'il ne se présentait pas? Désolé de faire un peu de politique fiction, Assane Diop, mais il paraît que certains experts de l'Afrique et du Sénégal en particulier estiment que le prochain président sera Sonko. Moi, je continue d'en douter, avec ou sans Macky Sall en face de lui. Je continue d'en douter, encore une fois, en raison, si vous voulez, de ces troupes qui sont effectivement particulièrement jeunes. Et les jeunes qui sont majoritaires au Sénégal, pour l'instant, ce ne sont pas... Évidemment, ils peuvent faire la différence peut-être lors d'une présidentielle s'il y a une véritable organisation, les inscriptions sur les listes électorales, etc. etc. Mais je doute qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce serait très compliqué, en tout cas, que Sonko remporte l'élection. Cela dit, on a vu ailleurs des personnes tout à fait inconnues devenir président de la République. Vous faites allusion à quel pays? Notamment en France, du jour au lendemain. Voilà. Donc c'est une possibilité. Et donc pour l'instant, il peut y avoir plusieurs hypothèses, finalement. Il reste 11 mois. Donc c'est vrai que Aminata Touré, qui a déclaré sa candidature, alors elle, c'était une proche de Macky Sall. Elle s'oppose à lui. C'est une ancienne proche, désormais une ancienne proche de Macky Sall, qui a été ministre de la Justice, première ministre aussi. Qui est parti justement, qui a claqué la porte justement à cause de... C'est ce qu'elle dit, on l'a interviewé récemment sur France 24. C'est pour ça que je vous pose la question. Exactement, à cause de cette histoire autour du troisième mandat qui n'est pas claire. Elle prête à Macky Sall l'intention de vouloir y aller. Et certains estiment que c'est parce qu'elle n'a pas eu l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale. Mais de fait, elle le dit très clairement, nous avons mené tous ensemble avec Macky Sall cette bataille contre les troisièmes mandats. Il n'est pas, pour elle, j'entends, possible d'accepter que Macky Sall tombe dans ce jeu aujourd'hui. Candidature crédible? La candidature de Mimi Touré. Oui, Mimi Touré. Oui, elle a des chances. C'est une dame de qualité, elle a des convictions. Elle a été directrice de campagne de Macky Sall pour les dernières élections législatives. Là, elle a été exclue de l'Assemblée nationale grâce à des artifices et tout. C'est une dame qui est de conviction, mais est-ce qu'elle draine des troupes au Sénégal? Je ne crois pas. Les gens qui drainent des troupes au Sénégal sont connus. Il y a le président Macky Sall, mais il y a également Sonko, ça il faut le dire. Donc ça, a priori, ça va être... Aujourd'hui, on pense à ce duel aujourd'hui. Oui, il peut y avoir Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, s'il est amnistié, par exemple. Khalifa Sall et Karim Wade, s'il est amnistié, qui rentre. Mais surtout, je pense qu'il faut... la condition aussi pour gagner, il faut avoir un appareil politique. Oui, c'est ça. Est-ce que M. Aminata Touré n'a pas aujourd'hui Khalifa Sall, dont vous parlez, il a une certaine... Sauf s'il raccroche avec le PS et par là même avec la majorité présidentielle sortante. Ceci dit, il est la deuxième force de la coalition de l'opposition, ce qui n'est pas rien. Il a une bonne base. Reste à savoir s'il va réussir à fédérer d'autres forces. Si Macky Sall est candidat à la présidentielle en 2024, que risque l'opposition? Ça, c'est une question d'internaute. Mais c'est une question, je me permets d'intervenir. Stéphane. Alors, je pense que c'est une question qui arrive un peu trop tôt. C'est-à-dire, tout va dépendre de la capacité de l'opposition à conserver son unité, qu'on a vu aux législatives, qui a permis de gagner, en tout cas d'affaiblir la majorité présidentielle. Si l'opposition y va en rang dispersé, c'est sûr que les chances ne seront pas énormes. Mais si elle conserve cette unité qu'elle a montrée
pendant les législatives, à ce moment, je pense qu'on peut... Donc unité derrière Sonko, a priori, ce serait... Il y a une candidature unique. Sonko ou quelqu'un d'autre. 2024. On parlait de Khalifa Sall, c'est la deuxième force de la politique de la coalition. Ça pourrait être une figure tout à fait légitime. Donc les choses peuvent bouger, en tout cas, en 11 mois. Oui, c'est parce ça que qu'au vous jour dites. d'aujourd'hui, en tout cas, on s'achemine vers plusieurs candidatures plutôt du côté Bien sûr, de il y a eu l'opposition. déjà 5 candidatures Voilà, annoncées. déclarées, dans la qui font partie de la coalition coalition de oui. Sonko. Oui, mais enfin, il y a des candidatures annoncées, et puis il y a celles qui ont Voilà, une chance de après, gagner. peut-être, Donc, il est non, possible qu'il se rallie derrière une seule candidature. Et c'est pour ça que c'est encore un peu tôt prématuré, pour le dire, je pense. Pourquoi Juan Branco a-t-il été expulsé? Question d'internaute. Il a été expulsé? Pourquoi Juan Branco a-il été expulsé? L'avocat L'avocat. franco-portugais l'anti-Macron revendiqué, qui voulait défendre, enfin, qui était requis comme avocat français pour le procès de Sonko. Je ne sais pas du tout, alors, qu'est-ce que les autorités ont opposé à sa venue. Je sais qu'il n'a pas été autorisé à débarquer à Dakar. Ouais, j'ai pas eu la confirmation de c'est- l'information. Mais quand on prend des faits récents, et maintenant de Juan Branco, très récents, notamment des tweets qu'il a envoyés récemment, des tweets qui sont très anti-Macky Sall, et quand on ajoute au fait que c'est un avocat qui arrive le jour d'un procès, un procès dans un contexte très tendu, et qui sort le même jour un bouquin qui s'appelle Coup d'État, j'ai oublié le titre exact, il y a beaucoup d'éléments qui font que On ne le perçoit pas seulement comme un avocat au Sénégal. on ne le perçoit pas seulement comme un avocat. C'est regrettable, parce que le Sénégal a toujours été ouvert. Absolument, mais il y a attention, je ne suis pas en train de dire que Non, c'est non, la je sais, raison. je sais. Il expliquait, mais vous dites c'est regrettable, Ouais, c'est Francis. regrettable. Est-ce qu'il y aura plus de tensions, ça va monter? Est-ce qu'on peut s'attendre à des violences? Est-ce que c'est ça qui se profile ou pas, Hassan Diop? J'espère que, bon, déjà après ce verdict, je pense que Là, aujourd'hui, c'est calme, Voilà, c'est ce que disait Sarah Sacco. D'ailleurs, Dakar est effectivement, comme l'a dit Sarah Sacco, une ville morte. C'est ce que Ville morte parce qu'ils avaient peur de sortir, oui, dit-elle. voilà, hein. ils Donc, avaient peur. Les forces de l'ordre quadrillaient toute la ville. Et puis bon, on est en plein Ramadan. Donc les gens... Et puis je crois que l'opinion sénégalaise en a marre un peu de ce cirque judiciaire, politico-judiciaire, qui ensuite a des conséquences dans la rue. Alors, je pense que les esprits vont peut-être se calmer, sauf surenchère, sur autre chose, sur d'autres aspects, jusqu'au procès peut-être. Alors, est-ce que le procès se tiendra avant la présidence? alors justement, vous parlez du prochain procès d'Ousmane Sonko. Voilà, Donc, dans lequel Sonko est accusé de viol répété, d'après la victime présumée, et de menaces de mort. et donc ça, ce procès, on sait. Donc quand va-t-il avoir lieu et est-ce qu'effectivement il peut entraîner une inéligibilité? Oui. Donc, On n'a pas encore la date de Tout ce comme, procès. l'innocenté. Hein. Il Oui. ne faut pas prédire. On n'a pas encore la date de ce procès, Voilà, mais il aura bien lieu. Est-ce qu'il aura lieu avant la présidentielle? il pourra avoir lieu après la présidentielle, il pourra avoir lieu dans 12 mois? Oui, parce que la justice prend son temps, hein, comme dans n'importe quel pays. Ils peuvent peut-être choisir, effectivement, de tenir le procès après l'élection présidentielle. Je ne sais pas. Mais ça, seule la justice compétence en en la décide. matière. Surtout si c'est les assises, bon, Ouais. parce que c'est... Oui, mais son avenir Viol. politique, si je comprends bien, est lié quand même directement Son avenir politique à ce reste jugement. hypothéqué, oui. Il y a- À ce jugement. Il y a un épée de Damoclès, oui, comme on dit. Mais c'est pas sûr qu'il soit condamné. Enfin, ça, on ne peut pas du tout prédire. Un mot sur le Bénin, peut-être? Sur le Bénin? Oui, puisque vous êtes béninois. Est-ce qu'on peut faire un parallèle un peu entre ce qui se passe au Bénin et au Sénégal? La prochaine élection présidentielle au Bénin, c'est donc en 2026. Le président du Bénin répète quasiment tous les mois qu'il ne sera pas candidat au terme de son deuxième mandat. Donc lui, c'est sûr. C'est ce qu'il dit C'est ce lui-même. qu'il dit. Et c'est vrai qu'on lui conseille de respecter sa parole. Et puis, j'ajouterais que lors de la dernière présidentielle, il y avait 2 opposants qui avaient été emprisonnés, accusés de terrorisme. Ils sont toujours en Là prison. aussi, on avait dénoncé des procès politiques, etc.
Bon, voilà. Et en fin de compte, je crois que ces personnes sont toujours en détention, au Oui, moins, oui, voilà. oui. Et on avait, notamment, certaines organisations des droits de l'homme avaient accusé le président Talon d'instrumentaliser une fois de plus la justice contre... Non, mais c'est pour ça. Donc il y a un parallèle quand même à faire. Là, on Oui, parle d'instrumentalisation de la justice, on parle de dérive autoritaire. Apparemment, Patrice Talon n'est pas véritablement condamné. J'ai pas lu de pétition Ah, à si, son si, égard. il y a eu une pétition. Il y a eu D'accord, des ok. articles. Là. Des articles, oui. Bah, oui, des ça, articles, il y a eu J'ai même fait des Amnesty journaux sur International. l'affaire, oui. Non, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que... Il n'y a pas eu de pétition. Ouais. Les droits de l'homme, c'est indivisible, hein, Hassan. Il n'y a pas de souci. Non, mais je dis simplement qu'il n'y avait pas eu de pétition. Ça vaut du Groenland jusqu'au Tout à fait, Sénégal oui. et le Bénin aussi. Mais donc il y a un parallèle à faire quand même sur cette question de dérive que vous dénoncez dans la tribune. Oui, moi j'ai écrit à l'époque pour dire qu'il faut laisser Rekiat Madougou, la dame dont parlait Hassan, qui est en prison, qui a été condamnée à 20 ans de prison pour terrorisme et tout, et le professeur Joël Aïvo, qui a été condamné à 10 ans de prison. Je pense qu'ils ont leur place dans le débat politique béninois. Un mot de conclusion peut-être sur... on revient au Sénégal, sur Macky Sall, justement. Stéphane, il y va pas, on ne sait pas. En tout cas, on est suspendu à cette annonce. Peut-être qu'il nous fera une surprise le 3 avril prochain. Oui, c'est vrai. oui. C'est l'allocution à l'occasion de l'indépendance. 3 avril prochain, mais... Fête de l'indépendance. Fête de l'indépendance du Sénégal, où on a droit à une allocution du chef de l'État à cette occasion-là. Est-ce qu'il parlera il fera une annonce? À voir. En tout cas, à marquer dans le calendrier, le 3 avril, Absolument. on saura peut-être si Macky Sall se présente ou pas aux élections de février Le voile ou pas. 2024. Merci beaucoup à Sarah Sacco qui nous a quittés il y a à peu près une demi-heure, mais qui a participé au début de ce débat, notre correspondante à France 24. Merci Francis Patindé, merci beaucoup Hassan Diop, merci Stéphane Ballon. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.